Salut à tous et bienvenue sur la chaîne MK Finance. Aujourd'hui, on va s'intéresser au portefeuille de Bill Ackman. Enfin, on va juste regarder pourquoi il a fait de Uber sa première position et on va essayer de comprendre sa thèse dans le fond qu'il a par rapport à Uber. Et que pour commencer, on va juste commencer par revenir un petit peu sur Uber. Je sais que c'est une entreprise qui est vraiment très connue. Bon, la plupart du monde ont déjà utilisé Uber au moins une fois dans leur vie, soit pour se déplacer ou pour les livraisons. Dans le fond, ici, c'est une plateforme technologique qui orchestre trois marketplaces. Je pense que les deux premières sont très connues, notamment la mobilité, ça c'est pour se déplacer, et le delivery, ça c'est vraiment pour se faire livrer de la nourriture, etc. Mais le freight, je pense que c'est le moins connu et c'est pour ça que j'ai fait quand même une petite définition, c'est quoi pour comprendre. Donc le freight, c'est la branche logistique et de transport de marchandises d'Uber. Uber met en relation des expéditeurs et des entreprises qui veulent transporter des biens avec des transporteurs, des sociétés ou des chauffeurs de camions qui disposent de la capacité de transport. Dans le fond, Uber s'est rendu compte que beaucoup de camions, lorsqu'ils font de la livraison, puis ils reviennent jusqu'à l'entreprise, dans le retour, ils reviennent à vide, donc ils se sont dit pourquoi pas essayer de rentabiliser ça et d'essayer de faire un transport de marchandises pour une autre entreprise. Dans le fond, c'est ça, c'est juste intégré à l'intérieur de l'application. Et comme ça, par exemple, un chauffeur, si il a déjà fait sa livraison et il compte revenir à vide, ça veut dire qu'il n'a plus rien dans son camion, il peut décider de prendre une course comme ça et ça fait de l'argent pour l'entreprise et également, bien évidemment, pour Uber ici. Donc, Uber, qu'est-ce que c'est? C'est que Uber, il va connecter des millions d'utilisateurs à des prestataires indépendants sans posséder ni voiture, ni restaurant et ni camion. Ça, on l'a tous compris. Donc, son positionnement est stratégique. Uber se définit comme un intermédiaire logiciel, pas comme un employeur, ce qui lui permet de garder une structure légère avec du coût variable externalisé, donc les chauffeurs, les livreurs de transport. Ça va être vraiment des coûts qui vont être en charge des chauffeurs, des livreurs et des transporteurs et des coûts fixes internalisés, soit la technologie, la data et les opérations. Donc, le résultat de tout cela, c'est un modèle hautement scalable avec des rendements, avec des marges vraiment très élevées. Donc, l'avantage compétitif de Uber, moi, ce que j'en ai sorti ici, c'est vraiment sa densité de réseau, c'est vraiment son effet de réseau. Plus il y a de chauffeurs et de clients, plus le temps d'attente sont courts, plus l'expérience est fluide et plus la rétention augmente. Bien évidemment, c'est une machine à cash prévisible où la croissance du free cash flow est visible et disciplinée. Bien évidemment, elle a été visible sur les 3 ou 4 dernières années. Avant, elle se concentrait vraiment beaucoup plus sur l'acquisition de clients, etc. Mais maintenant, c'est vraiment sur la rentabilité depuis les dernières années. Donc à long terme, Uber prépare la prochaine étape, l'automatisation avec les véhicules autonomes, collabore notamment avec Waymo et Zoox, c'est une entreprise de Amazon. L'intégration de services premium Uber Black. Le Uber Black, c'est vraiment c'est des voitures premium de luxe qui vont faire euh, amener d'un point A à un point B, c'est bien évidemment beaucoup plus cher pour une course. Uber for Business, c'est des entreprises qui vont faire transporter leurs clients ou, euh, ou leurs employés d'un point A à un point B. Et Uber Eats, ça c'est vraiment intéressant. Ça, c'est par exemple, c'est des hôpitaux ou des cliniques qui vont, par exemple, il y a un rendez-vous chez un médecin dans une clinique, etc. Donc sa résidence va pouvoir utiliser Uber Earth qui va être beaucoup plus adapté que juste un chauffeur de taxi, donc qui va être amené de cette clinique jusqu'à son domicile ou du contrat de domicile jusqu'à la clinique. Et pour finir, et la consolidation de la livraison comme moteur qui va être durable. Maintenant, qu'est-ce qui nous intéresse ici? On a vu vraiment une petite récapitulation de qu'est-ce que c'est que Uber. Je pense que c'est connu, mais c'est quand même bon de revenir un petit peu en arrière pour savoir ce que c'est. Mais ce qui nous intéresse, c'est vraiment la thèse de Bill Ackman, de comprendre pourquoi il en a fait sa première position. Ici, cette thèse, elle est facile à retrouver. Dans le fond, c'est dans ce qu'il publie, vu que maintenant c'est coté en bourse, donc il publie tout ce qu'il fait, pourquoi qu'il a acheté l'entreprise et tout. Donc ici, on a, c'est le Q1 2025. Donc ici, il a démontré sa thèse. Pourquoi? Moi, je l'ai juste résumé ici. Donc, lors de sa prise de position au Q1 2025, Blackman il insiste sur trois piliers.
Donc, le premier, c'est l'échelle massive, donc c'est l'effet de réseau. Donc, 8 millions de chauffeurs, 170 millions d'utilisateurs actifs, présence mondiale, un réseau multiphase ultra dense. Par la suite, il y a également le leadership data. Uber va posséder les meilleures données de mobilité au monde, un moteur algorithmique, matching et pricing, ainsi que le routing, et une marketplace optimisée en temps réel également. Le troisième point, c'est l'effet de réseau qui va être puissant. Ça, c'est ce que moi, j'en avais retenu. Plus de chauffeurs est égal prix plus bas. Plus de chauffeurs, temps d'attente plus court. Plus de clients, plus de revenus pour les chauffeurs. Plus de chauffeurs, meilleure disponibilité. Donc, c'est un cercle vertueux auto-renforçant que le concurrent ne peut pas facilement répliquer. À moins de posséder autant de données, ça a pris quand même énormément d'années et de cash, d'argent qu'elle a perdu au début. Elle a quand même beaucoup d'argent pour pouvoir financer tout ça et acquérir cette échelle aussi massive que a maintenant Uber. Et par la suite, il nomme également la croissance explosive qui est durable également. Donc, il va rappeler que Booking, c'est vraiment commandes qui vont être en croissance de 20% par an depuis 2019. Le Booking Mobility, plus 24%, Booking Delivery de plus 18%, expansion géographique, nouveaux produits, fréquence d'usage en hausse. Uber est un business à forte croissance malgré sa taille gigantesque. Dans le fond, la croissance est là à chaque trimestre. Pourquoi Uber sera gagnant dans un modèle ici, c'est les véhicules autonomes. Selon Bill Ackman, les véhicules autonomes ne peuvent pas gérer la variabilité massive de la demande. Donc, la demande varie x10 selon l'heure et le jour. Un réseau 100% de véhicules autonomes sera sous-utilisé la plupart du temps, surchargé aux heures de pointe, incapable de maintenir un prix bas plus faible latence. Donc, la solution optimale, c'est un réseau hybride de voitures autonomes plus de chauffeurs humains, ce que déjà Uber détient. Donc, et Uber est le seul acteur capable de fournir ce réseau hybride. Donc, qu'est-ce qui ici nous dit Bill Ackman, c'est que pour lui, parce qu'il y a quand même beaucoup de peur au niveau du véhicule autonome qu'on entend sur le marché. D'ailleurs, c'est pour ça que le cours de bourse a quand même baissé depuis. Mais ce que lui il pense que c'est vu que Uber détient déjà le réseau de chauffeurs humains, est quand même le plus gros au monde, c'est vraiment très bien optimisé et je pense que l'intégration du véhicule autonome fera juste un gros Uber qui va être hybride et utiliser notamment les deux options. Pourquoi il a renforcé sa position au Q2 2026? Si on peut le voir qu'il a renforcé de 14% pour que ça devienne 12,7% total de son portefeuille. Donc, son explication, c'est que le marché a puni Uber à cause des peurs exagérées sur le véhicule autonome. Oui, il y a eu de tensions avec Waymo, mais Uber avance vite avec d'autres partenaires et préparait le lancement de véhicules autonomes dans plusieurs villes, notamment elle a quand même un partenaire avec Amazon également. Pendant ce temps, le business explose, plus 35% de croissance des bénéfices et pourtant l'action se traite à 19 fois les profits, l'une des valorisations les plus basses de son histoire. Pour Bill Ackman, c'est une déconnexion totale entre la perception du marché et la réalité économique. Donc on peut voir vraiment Bill Ackman a quand même une grande conviction dans Uber et il pense que le prix présentement est vraiment déconnecté de la réalité économique de cette entreprise. Et moi maintenant, qu'est-ce que je pense, ma thèse que j'ai sur cette entreprise? Donc Uber aujourd'hui est une machine à cash, on ne va pas le cacher, notamment on va regarder ici, surtout depuis 2022 que je disais que elle a commencé vraiment à être plus rentable. On voit que en bleu ici, c'est le revenu total. On voit qu'il y a une croissance de 17% par an. En orange, ici, ça va être le free cash flow, qui a une croissance vraiment incroyable de 192% par an. Bien évidemment, ce n'est pas une croissance qui est soutenable. Mais on voit que par exemple, si on part depuis 2023 de 70%, depuis la dernière année 41%, bien évidemment, on ne peut pas soutenir des croissances très élevées comme ça, mais c'est quand même, on voit que la croissance est là à chaque fois. Et la ligne ici, ça va être le free cash flow par action. Enfin, une légère différence parce que c'est les rachats d'actions ou les dilutions qui fait changement. Vous l'aurez compris, moi, pour cette entreprise, il faut bien évidemment s'intéresser beaucoup plus au free cash flow qu'au résultat net ou au EPS, Earning Per Share. Dans le fond, ça, c'est quand même très pollué par des éléments
intangibles, par exemple, ou des amortissements. Fait que c'est plus intéressant de prendre du free cash flow, surtout qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de capex pour cette entreprise et c'est stable à ce niveau-là. Donc, c'est ce que moi j'ai obtenu, parce que avant ça, si on regarde, si on retourne en arrière, le free cash flow était négatif. Si on regarde depuis 2018, on voit que le free cash flow est négatif, mais depuis 2022, il était devenu stable au niveau du free cash flow et on voit qu'il ne cesse d'augmenter. Donc, c'est ce que je disais. Donc, est devenu une machine à cash après des années de conquête. Le modèle est devenu stable, rentable et prévisible. Son réseau mondial et son vrai mot, la densité, la fiabilité, la disponibilité, une efficacité que personne ne peut égaler parce qu'il y a quand même des concurrents, mais il n'y a vraiment aucun de ces concurrents est aussi énorme, aussi comme un gros effet de réseau que Uber. Donc, trois moteurs tirent la croissance, donc la mobilité, la livraison et les segments premium qu'on avait vu comme le Uber Black à forte marche. L'entreprise entre dans la phase de maturité, la rentabilité s'installe, les risques sont connus parce qu'il y a quand même des risques de régulation qu'on entend beaucoup moins maintenant, s'entend avec les gouvernements, mais par le passé, il y a eu comme beaucoup de problématiques à ce niveau-là, au niveau de la régulation. Mais ça, c'est quand même un risque à savoir. Il faut également aussi ajouter le risque comme des véhicules autonomes. Et comme on l'avait vu, qu'on avait vu pour Bill Ackman, c'était pas vraiment un risque. Ça pouvait être vraiment très bénéfique pour Uber. Mais sachez que, par exemple, si Tesla met en service ces cybercars, dans le fond, ça va être quand même très difficile d'avoir le même réseau que Uber parce que, dans le fond, c'est pas juste les voitures, c'est vraiment l'effet de réseau. S'il y a plus de chauffeurs, plus de comme clients qui utilisent ça, donc, ça amène plus de chauffeurs vu qu'il y a quand même beaucoup d'offres, beaucoup de demandes. Et s'il y a beaucoup d'offres, bah, que le monde va en prendre parce qu'il y a moins d'attentes. Donc, il faut vraiment que Tesla essaie vraiment d'égaler ça si elle veut prendre des parts de marché. Mais c'est vraiment, je suis quand même d'accord avec Bill Ackman ici. Ça va être vraiment très compliqué. Puis je pense que ça va être vraiment beaucoup plus une entreprise qui va devenir hybride à ce niveau-là que quelque chose qui va être disruptif par exemple, les véhicules autonomes. Donc, comme je disais, les risques sont connus et le cash flow devient le cœur du modèle Uber. C'est la transition d'une startup de croissance vers une plateforme mondiale de génération de cash durable. Et maintenant, je pense que c'est quand même intéressant d'aller regarder à quel moment il a acheté cette entreprise. Comme je pense qu'on a vu, c'était Q1 2025, donc aux environs ici de janvier 2025 jusqu'à mars, donc autour des 70. Pour moi, je pense qu'il a acheté à 60, euh, ou même au plus bas ici, ouais, c'est au plus bas peut-être qu'il a acheté à 60, et il a renforcé récemment Q2 2025, ce qui nous fait que c'est à partir de mars, du 1er avril ici jusqu'à fin juin. Donc, ce serait également autour des 60 dollars, 65, 68 dollars. Et je pense qu'à chaque fois que ça atteint ce prix-là, il renforce. Et je me suis amusé quand même à faire un prix juste d'achat. Ici, j'ai fait Bear normal, le normal neutre et le bull neutre. Ici, j'ai mis des croissances qui vont euh, se stabiliser. J'ai pas mis des croissances aussi élevées qu'elle a au niveau du free cash flow par action. J'ai mis pour le plus bas, c'est 11%. Pour le neutre, ici, c'est 12%. Pour le bull, vraiment 13%. Et pour le price to free cash flow, ça, on peut aller regarder de quoi il avait l'air par le passé. Donc, le price to free cash flow, si on le met ici, puis on lève les autres pour que ce soit plus clean. Donc, on va mettre de partir de 2022, vu que ça a été plus rentable à ce moment-là. Donc, on peut voir que présentement, il est au plus bas, il est à 15 euh, de price to free cash flow. Donc, je l'ai mis pour mon scénario neutre et le scénario bull, j'ai mis 17, 13. Je pense que ça l'avait jamais
descendu aussi bas. Et ça me donnait un prix pour le scénario neutre de 63 $. Donc, c'est environ les prix que Bill Ackman a acquis cette entreprise. Je ne sais pas c'est quel modèle de valorisation que lui, il utilise, mais si on se fait ici, si on met une croissance de 12% pour être quand même assez conservateur, et même au niveau du price to free cash flow, ça nous donnerait un prix juste d'achat de 63 $ pour avoir un rendement de 15% pour les 5 prochaines années. Donc, donc on est quand même on est arrivé au même prix que Bill Ackman a eu en achetant cette entreprise, mais bien évidemment, ce n'est pas un conseil en investissement. Si je devais acheter cette entreprise, je l'achèterais à ce prix-là, mais j'en suis pas encore là parce que j'ai quand même euh, plein d'autres entreprises en tête, mais honnêtement, si je devais l'acheter, ce serait à ce prix-là. Et quand même une thèse très convaincante de la part de Bill Ackman, surtout qu'il en a fait sa première position. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé, juste likez. Puis si vous n'êtes pas déjà abonné, je vous invite à vous abonner. Puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye.